Bonjour à tous. Tout d'abord, nous allons nous présenter. Je m'appelle Elisa et voici Guillaume, Lydie, Romain et Kélian. Avant de commencer, 3 réflexions pour donner un premier éclairage à ce que nous allons vous dire. Hier, c'est le groupe Carrefour qui annonce 2500 suppressions de postes. L'explication donnée par le PDG est que le groupe n'a pas su prendre le virage du digital. Aujourd'hui, ce sont les chiffres du marché de l'immobilier européen, un marché adossé à celui de la peinture décorative, avec une croissance positive annuelle, comprise entre 1 et 3%, selon les pays concernés. Mais c'est aussi un marché à 2 vitesses en fonction de la localisation, urbaine ou rurale. Une demande soutenue en raison de l'emploi dans les grandes villes et une stagnation, voire une baisse des prix dans les zones rurales. Enfin, demain, c'est un Internet plus fermé, plus réglementé et plus respectueux de la vie privée, mais cependant avec un nombre de services toujours plus utilisés et interconnectés. Ces 3 éléments illustrent parfaitement les enjeux, les défis que va devoir relever le groupe V33 et qui peuvent être définis en ces termes. Comment le groupe V33 peut-il continuer à se développer en s'appuyant sur une meilleure connaissance du marché et du consommateur de demain, dans le cadre d'un Internet désormais moins ouvert et plus réglementé, mais cependant porteur de plus grandes opportunités? Pour commencer à répondre à ces questions, je vais laisser la parole à Guillaume pour que nous puissions revenir sur ce qui caractérise le marché global de la décoration. Merci Elisa. Après avoir effectué une veille stratégique ainsi qu'une analyse Pestel, voici les principaux éléments que nous avons pu retenir. Le marché global de la peinture, qui comprend bien entendu celui des peintures décoratives, est un marché qui s'organise autour d'un modèle économique de type B2B2C. Des fabricants, des industriels, commercialisent leurs produits via des distributeurs qui ensuite les revendent à des consommateurs. Ces consommateurs relèvent de 2 marchés distincts, le grand public et les professionnels. Chaque fabricant possède un panel de marques qui, selon nous, correspondent surtout au type de peinture et à l'usage qui peut en être fait. C'est un marché très concentré et dominé à l'heure actuelle par 3 leaders européens qui sont PPG Industries, AkzoNobel et Chromology. C'est aussi un secteur très dynamique qui résiste bien aux crises en tant que valeur refuge, mais qui reste cependant ultra concurrentiel. Il s'appuie fortement sur les effets de mode et sur l'innovation ainsi que sur le design pour soutenir ou provoquer la demande. Et maintenant, je vais laisser Lydie vous expliquer les différentes caractéristiques du marché des peintures décoratives. Alors oui, Guillaume, le marché de la peinture décorative est un marché toujours globalement en croissance, malgré les crises de l'immobilier. Cette croissance provient de l'augmentation du prix au litre de la peinture qui compense la baisse des volumes consommés. Consommation évaluée à 120 millions de litres par an. Du point de vue des tendances et globalement sur le territoire européen, le recul de la couleur se confirme avec le segment des blancs qui se stabilise. C'est un marché sur lequel on trouve à la fois des peintures dites classiques, telles que les peintures acryliques, et les peintures biosourcées ou les peintures à base de nanocellulose. Avec le réchauffement climatique et la sensibilisation des consommateurs grand public et professionnels à l'écologie durable, la demande est forte et les peintures dites éco-friendly sont demandées, et sans que le consommateur soit toutefois prêt à en payer le prix. Aujourd'hui, les meilleures ventes sont les peintures dites de longue durée, plutôt satinées, avec comme marque leader Avis, Dulux Valentine, Ripolin et Vive la couleur. Sur le marché de la lasure, là aussi on retrouve Ripolin, Bontex ou Saint-Hilor. Et c'est maintenant Kélian qui va nous dresser un portrait type de ce consommateur d'aujourd'hui. Merci Lydie. Alors s'agissant du consommateur européen d'aujourd'hui, il est vrai qu'il est difficile d'établir un profil type par pays, et ce parce que le marché s'est fortement digitalisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Internet, c'est le premier moyen d'entrer dans le parcours d'achat du consommateur, d'abord pour se documenter, pour recueillir des avis, puis comparer. Et l'Internet n'a pas de barrière, n'a pas de frontières. Après l'entrée par le web, donc dans le parcours d'achat, vient le temps du déplacement dans le magasin. Il faut savoir que les distributeurs sont de plus en plus soumis à la pression des consommateurs, et ce parce que aujourd'hui le consommateur recherche un rêve qui est porté par le produit susceptible de le réaliser, puisque ce n'est pas le pot de peinture en soi qui fait rêver, c'est la pièce repeinte qui le fait. Et pour réaliser son rêve, le consommateur européen d'aujourd'hui recherche une peinture qui lui ressemble, c'est-à-dire écologique, facile et rapide à poser et à entretenir. Actuellement, le consommateur européen n'est que partiellement satisfait de son parcours d'achat, et ce notamment en cause de sites internet vieillissants et inadaptés au web 3.0 et pour ce qui est de V33 aux réseaux sociaux. Pour
pour finir, en raison de la surpopulation des magasins de bricolage, il devient difficile de se faire conseiller et de trouver l'innovation qui provoquera l'acte d'achat. Justement, l'innovation dans la peinture, c'est le point que Romain va aborder. Merci Kélian. Alors au sujet de la peinture de demain, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle sera essentiellement biosourcée, créée à base de pigments organiques, et surtout électromagnétiques. Merci. Alors, effectivement, donc je vais recommencer. Donc la peinture de demain sera biosourcée. Elle sera... Ah, merci. C'est gentil. Donc, on va essayer de... Voilà. Donc la peinture de demain, enfin, sera biosourcée, donc créée à base de pigments organiques. Elle sera également électromagnétique, comme on peut le voir avec une gamme de la marque DX Electro. Et enfin, elle sera surtout accessible financièrement pour le consommateur. Ainsi, elle répondra aux attentes du consommateur de demain, notamment de plus de green et qui s'inscrit dans une démarche d'éco-durabilité. La fabrication et la vente de produits biosourcés représentera encore un secteur de niche dans les années à venir, notamment à cause des coûts de fabrication et des prix affichés en magasin. Cependant, il est prévu que l'offre de produits avec une émulsion alkyd biosourcée continuera de s'accroître dans un futur proche. On peut citer également Onip, un industriel français qui est déjà à l'origine des peintures dépolluantes, qui a créé Clean Odor. C'est une peinture qui, grâce à son principe actif, détruit les molécules d'odeur, quelle qu'en soit leur origine, et ce pendant une période d'environ 4 ans. On peut donc imaginer et donc prévoir surtout l'émergence de ce type de peinture dans les années à venir, voire des gammes de senteurs qui viendraient concurrencer des diffuseurs plus traditionnels. On peut également citer comme innovation la peinture en poudre, qui commence également à être connue du grand public. Excusez-moi. La consommation de ce type de peinture reste encore timide, mais selon nos recherches et d'après les analystes d'European Coatings, à l'horizon 2022, la consommation de ce type de peinture devrait vraiment s'accroître, notamment dans les pays du Nord. Ainsi, malgré un prix encore peu attractif et des caractéristiques techniques qui restent à améliorer, on peut imaginer une forte demande de ce type de peinture en raison du réchauffement climatique et des conditions climatiques en général, en particulier dans les pays du nord de l'Europe. Enfin, on peut citer les peintures isolantes qui continueront de se perfectionner et qui permettront aux consommateurs de demain de faire baisser leur facture énergétique et de s'adapter mieux pour résister aux variations climatiques. Je vais maintenant laisser la parole à Kélian qui va développer plus en détail le profil du consommateur de demain. Alors la veille que nous avons menée concernant ce consommateur de demain, il se trouve qu'il répondra à la règle des 4 C. Il sera citadin, connecté, critique et il aura chaud et froid, j'y reviendrai tout à l'heure. Il sera encore plus citadin qu'aujourd'hui et disposera de moins de temps pour effectuer ses achats. Ce consommateur de demain sera plus connecté qu'il ne l'est aujourd'hui, tout à la fois acheteur, influenceur et testeur du produit. Il sera aussi critique, exigeant, impatient et il ne sera pas sensible à l'argument du prix pour ce qui est d'une offre de moyenne gamme, en tout cas puisque les prix auront fini par se stabiliser. Par contre, la livraison, la disponibilité du produit et les services qui l'accompagnent seront quant à eux décisifs. Enfin, le consommateur européen de demain sera confronté, comme les peintures qu'il utilise, aux écarts de température. Du coup, il faudra que les temps de séchage et de pause soient adaptés afin que les temps de travaux se fassent dans les plus brefs délais. En parlant de température, la saisonnalité aura perdu de son importance, et ce justement en raison des dérèglements climatiques. Bon, la saisonnalité sera maintenue, mais plus pour faire référence à des fêtes religieuses ou à des traditions, à partir desquelles d'ailleurs le marché de la peinture décorative devrait innover et se positionner. Romain, justement, en termes d'enjeux et de stratégie pour le groupe V33, où est-ce qu'on en est ? Les enjeux sont considérables pour V33, mais également pour tous les acteurs qui sont présents sur le marché. Suite à la matrice SWOT que nous avons réalisée, on peut la résumer en 3 points. Tout d'abord, le positionnement marque-produit, ensuite l'hyperconnectivité et enfin l'éco-durabilité. Alors premièrement, on peut dire au sujet de la concentration du marché que nous vous recommandons de redéfinir la stratégie du groupe des marques du groupe V33. Celle-ci devrait être plus personnalisée, au-delà de la différenciation par les compositions des produits,
En effet, tout tend à s'uniformiser, à la fois la réglementation, mais également les changements climatiques. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est l'hyperconnectivité. Suite à notre benchmarking, nous pensons que la communication digitale du Gouvret 33 devrait être revue pour mieux répondre aux standards du marché à l'heure actuelle. En effet, nous avons trouvé trop de liens morts sur les sites du groupe et trop peu de contenu multimédia. C'est pourquoi nous recommandons le développement de réelles communautés sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram, mais également de continuer cette démarche de proposer des contenus multimédia, notamment par le biais de la plateforme YouTube. Le troisième enjeu est l'éco-responsabilité. À ce sujet, les consommateurs attendent des industriels un engagement écologique fort sur l'ensemble de la chaîne, de la conception à la commercialisation jusqu'au recyclage du produit. Ainsi, nous pensons que le Gouvret 33 devrait définir une stratégie reposant sur 3 axes principaux. Un axe, premièrement, de pérennisation de la qualité du produit et de l'innovation. Deuxièmement, un axe de consolidation des produits en développant des services à haute valeur ajoutée. Et enfin, un axe de développement autour de la veille et du marketing digital par le predictive data. À ce sujet, je vais laisser Guillaume vous développer les défis que nous pensons que V33 va devoir relever. Très bien, donc je vais reprendre les 3 enjeux que Romain vient de vous citer. Pour le premier, celui lié à la concentration du secteur, au positionnement de marque-produit, nous pensons qu'il vous faut investir le predictive data. Alors le predictive data, qu'est-ce que c'est ? C'est un système d'information à base de big data dédié à la collecte et au traitement de données qui permet d'établir une prédiction sur l'intention d'achat d'un consommateur, de le faire passer de l'état de prospect à celui de véritable client. Le deuxième enjeu dont vous a parlé Romain, c'est celui de l'hyperconnectivité. Et nous pensons que dans ce cadre, vous devriez proposer des services à haute valeur ajoutée. D'abord sur le marché grand public, en proposant par exemple une application mobile dotée de fonctions de réalité augmentée qui permettent à un utilisateur dans un point de vente quelconque de voir de manière interactive et animée toutes les caractéristiques d'un produit, ses usages et bien sûr une preview des résultats chez lui. Puis sur le marché professionnel, nous pensons qu'à l'image d'un de vos concurrents, vous devriez proposer un service de récupération ou de livraison de produits avec des amplitudes d'horaires élevées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En outre, par des agents virtuels et à partir d'une connexion sur un compte professionnel, vous pourriez permettre à des artisans d'être conseillés, toujours sur de l'intelligence artificielle, sur des problèmes techniques ou des caractéristiques produits en fonction des chantiers devant être réalisés. Et enfin, le troisième enjeu dont vous a parlé Romain, c'est celui de l'éco-responsabilité. Pour y répondre, nous pensons que vous devez vous lancer dans le Green Innovation. Mais cela ne sera pas suffisant. Il faudra au Gouvret 33 jouer la carte de la transparence, communiquer sur les valeurs éthiques et morales défendues par l'entreprise. Un moyen serait par exemple la production de vidéos internes sur le quotidien des salariés, pourquoi pas humoristiques, mais que le consommateur prendra plaisir à regarder et dans lesquelles il s'identifiera dans les valeurs défendues. Mais encore une fois, pour connaître, anticiper les nouveaux marchés, les besoins et les attentes du consommateur, nous vous recommandons vivement d'investir le predictive data. Je vais maintenant Lydie vous en parler un petit peu plus. Merci Guillaume. Alors aujourd'hui, le Data Platform Management d'une entreprise gère 2 systèmes, à savoir le CRM qui s'occupe de la partie relations commerciales et le suivi du prospect et sa transformation en client, et de l'ERP, c'est-à-dire de la gestion des salariés de l'entreprise. À ce système s'ajoute celui-ci la traçabilité des produits fabriqués et la gestion des chaînes de production. Il s'agit de collecter des données utilisateurs depuis le smartphone d'un prospect qui a installé la fameuse application MyV33. D'ailleurs, nous pouvons, si vous le voulez, pendant le temps de questions-réponses, vous faire une démonstration avec le prototype que nous avons fait. Donc, lorsque l'utilisateur scanne le produit MyV33 pour obtenir des informations supplémentaires, l'application envoie dans le même temps des informations sur le produit consulté, des informations sur l'utilisateur, la géolocalisation, afin d'enrichir le système d'information marketing et d'ainsi optimiser les actions marketing à court terme ou instantanées qui en découlent. Nous pensons aussi que vous devriez élargir votre activité stratégique. Après avoir effectué un benchmarking des produits libres et commerciaux présents sur le marché, nous vous préconisons d'utiliser Digimind, car celle-ci a déjà largement fait ses preuves et encore plus encore, d'après nos informations, serait en train d'étendre les capacités de son infrastructure par le recours des intelligences artificielles. Et je vais laisser Elisa le soin de conclure cette présentation. En conclusion, bien que nous ne soyons pas des professionnels du marketing, mais simplement des apprentis veilleurs, nous avons traité ce sujet avec curiosité, méthode et rigueur. Nous avons pris du plaisir dans ce qui est devenu pour nous un challenge.
Nous avons essayé de partager avec vous une vision d'avenir, celle que nous avons du groupe V33, qui est aujourd'hui confronté à de véritables enjeux stratégiques. Nous pensons qu'il est maintenant temps pour le groupe de relever ces nouveaux défis en s'appuyant sur les valeurs, la qualité et l'innovation, et sur son ADN fondateur, les produits, les marchés et les clients. Pour ce faire, nous pensons qu'il faut amplifier la révolution digitale à laquelle il a déjà participé, mais qu'il doit transformer et l'amener à un niveau d'excellence, en s'appuyant sur le predictive data et sur une activité de veille encore plus performante. Il deviendra ainsi le partenaire incontournable de la réussite de ses clients. Nous vous remercions pour votre attention et nous attendons vos questions. Merci. Je donne la parole au jury. Alors bravo, joli exercice également. Sachez pour info qu'on a contacté Digimind, voilà, donc on a tenu compte, en général, et c'était important que je vous le précise, j'ai pas le droit de le dire, voilà. Mais j'ai rien le droit de dire. Donc on va passer à des questions. Alors la première, c'est qu'à un moment donné, vous avez mesuré les ventes sur les sites de e-commerce de peinture. Et en fait, je voulais savoir comment est-ce que vous avez pu extraire ces données de vente en naviguant sur les sites. Ça m'a interpellée. Donc après avoir fait ce benchmarking, on a pu voir de grandes tendances, on a fait des comparaisons vis-à-vis des sites pour voir ce qui se vendait, ce qui était le mieux mis en avant. Parce que certains sites avaient la catégorie, le tri par meilleure vente, mais c'est pas forcément par pertinent. meilleure vente, vous avez trouvé? Par meilleure vente. Certains sites de e-commerce font le tri par meilleure vente, mais c'est pas forcément pertinent dans le sens où certaines marques payent pour être classées un peu plus haut, pour être plus visibles. Donc on a fait vraiment deux grandes tendances en comparant les sites du e-commerce français. D'accord. Une deuxième question. Excusez-moi juste, oui. J'aimerais juste encore compléter ce qu'a dit Lydie. En fait, on ne va pas vous le montrer maintenant pour des raisons de sécurité, mais en fait, on a découvert sur un de vos sites qu'il y a des informations qui ne sont pas censées être disponibles aux clients et qu'on peut facilement y accéder en fait. Vous avez hacké notre site? Non, nous avons trouvé une faille. Ah bah, je veux bien l'entendre. Et après, peut-être qu'on pourra vous montrer ça. Au-delà de ces regards indiscrets. Et ça, lui, il a le droit de le dire devant tout le monde, par contre. Deuxième question. Alors, je ne sais plus lequel d'entre vous qui a parlé du consommateur. Pourquoi je crois que c'était vous, pourquoi vous imaginez que demain, le consommateur, je vais y arriver, aura moins de temps pour réaliser ses achats? À partir de quelles données vous avez... Tout simplement, comme je vous l'ai dit, il répondra à la règle des 4C. Et parmi ces règles des 4C, il y a le mot critique. Et dans critique, il y a souvent le mot impatient. Faut savoir que nos études sont basées sur 2022. Et il faut savoir que tout ira plus vite en raison de l'hyperconnexion et il aura du coup moins de temps d'effectuer ses achats. C'est en raison notamment de cette hyperconnexion et d'ailleurs il habitera plus souvent en ville. C'est vraiment en raison de l'hyperconnexion que du coup il aura moins vite. Et puis tout se fera rapidement grâce à des applications. Et il aura, comme je vous l'ai dit, il n'aura pas forcément le temps d'aller dans un magasin de bricolage. Et il fera quoi alors? Simplement pour compléter et peut-être répondre à votre question, dans l'hyperconnectivité, quand on dit que le consommateur n'aura plus le temps d'y aller, c'est surtout qu'il ne voudra plus prendre le temps d'y aller. On est d'accord. Et c'est là la subtilité, dans le sens où tout sera connecté et absolument tous les produits et quasiment tous les services, d'ici, je pense, une dizaine d'années sans trop mouiller, seront disponibles sur le net ou par des applications, par des smartphones. Et c'est pourquoi on a fait cette analyse et on vous a proposé cette analyse, parce que c'est vraiment l'enjeu principal pour nous, c'est effectivement ce besoin de rapidité et de simplicité. Ok. C'était ma dernière question et juste, je vous assure qu'on essaie d'envoyer du rêve sur nos pots de peinture. J'étais obligée de le dire. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est votre méthode pour comprendre ce que le consommateur veut
Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est quelle est la réponse à la question posée par V33 ? Alors, pour la première question, nos méthodes de recherche, elles sont principalement passées par le net. Donc on a fait des recherches par mots-clés. Et ce qui est très important, alors je ne vais pas vous détailler les mots-clés puisqu'il y en a des centaines, et, enfin, voilà, mais par exemple on tapait V33 peinture biosourcée et on cherchait à partir de cela. Mais ce qui nous intéressait particulièrement, c'est de tomber directement sur des analyses. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas simplement des données, mais bien des documents dont on déjà traités, dont on pouvait se resservir en certifiant leur contenu, en étant certain que ce qu'on disait et ce qu'on lisait était effectivement juste. Donc c'est pour ça que dans nos requêtes, on tapait systématiquement file type, PDF, ou par exemple PPT pour PowerPoint, etc. Parce qu'on cherchait vraiment à disposer de documents, si ce n'est officiels, au moins certifiés. Vous n'avez pas réussi à hacker un forum de discussion avec des consommateurs ou quelque chose comme ça ? Nous sommes allés dans un Castorama, on a rencontré un chef de rayon qui nous a également beaucoup renseigné sur ce qu'attendait le consommateur. Alors, je reconnais que c'est un Castorama parmi tant d'autres qui n'est pas forcément représentatif, mais du moins il nous a donné ces informations qui nous permettent aujourd'hui d'avancer ce qu'on a dit sur le consommateur, c'est-à-dire impatient, critique, etc. Et bien sûr, on est allé sur des forums, par exemple Millions de consommateurs, ou des forums spécialisés, surtout sur des blogs aussi, où on voyait les avis des consommateurs, avec qu'ils avaient repeint leur plafond, leur balcon, ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Moi, j'aurais une question sur le consommateur professionnel. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet-là, l'impact et la répartition des parts de marché entre pro et perso, en fait, voilà. Alors, on a vu aussi à partir de nos recherches que l'immobilier, c'est pas quelque chose. Le marché de l'immobilier, c'est pas quelque chose qui va descendre. Et forcément, quand on achète une maison ou quand on construit, on a envie de décorer. Voilà. Donc, les professionnels ont besoin. Enfin, on a besoin de professionnels. Et c'est pour ça justement que les professionnels aussi, ils auront plus de commandes, ils auront moins de temps. Et c'est pour ça justement aussi qu'on vous propose la livraison ou la récupération de produits. C'est parce que le professionnel, exactement, il aura moins de temps et il aura plus de commandes. Voilà. Et également, comme vous avez sûrement remarqué, on a plus axé notre analyse sur le consommateur particulier, puisque c'est pour nous le principal atout de V33, et que ce soit aujourd'hui ou même dans le futur, c'est pour nous le secteur, en tout cas le public cible que devrait viser réellement V33. Et on pense, mais ça ce n'est que notre avis, qu'il vaut mieux se spécialiser qu'essayer d'être bon partout, puisque ce n'est pas forcément possible. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié dans notre analyse la démarche vers les consommateurs particuliers, puisque c'est pour nous la meilleure possibilité en termes de chiffre d'affaires, premièrement, mais également en termes de possibilités vis-à-vis d'eux. Il est plus simple de proposer les services que nous préconisons d'un point de vue, quand on s'adresse à des consommateurs particuliers, plutôt qu'à des professionnels. Vous voulez dire sur aujourd'hui la situation actuelle entre la répartition entre professionnels et particuliers? Alors on sait que, il me semble, si je me souviens bien, qu'aujourd'hui pour V33 en tout cas, c'est plutôt pour les particuliers. En termes de chiffre d'affaires, c'est ce que nous avons trouvé. En tout cas, ils sont plus axés sur les particuliers et ça marche mieux pour les particuliers. On sait aussi des différents entretiens qu'on a pu avoir avec des professionnels que les professionnels de la peinture en général, et ça marche pour pratiquement tout ce qui concerne les travaux qu'on peut faire dans une maison, préfèrent ne pas utiliser les mêmes produits que peuvent utiliser des particuliers. D'un point de vue pour leur image, ça passe toujours mieux d'utiliser leurs propres produits, quelque chose qui n'est pas forcément connu du grand public, pour garder cet aspect professionnel. Et c'est pour ça qu'on estime que se concentrer sur le consommateur qui
comme on vous l'a présenté avant, sera peut-être plus exigeant, mais aussi plus autonome, notamment grâce aux différents services qu'on vous propose de mettre en place, que ce soit l'aide en magasin, l'assistance 24 heures sur 24, ou ce genre de choses. À un moment, vous avez dit que le consommateur était insatisfait de son parcours. Je voulais savoir à quel niveau, pour quelle raison il est insatisfait aujourd'hui. Alors souvent, et là encore je parle avec le chef de rayon que j'ai rencontré, souvent les magasins de bricolage il y a beaucoup de monde à certaines heures, il y a beaucoup de monde. Du coup, les chefs de rayon sont occupés à donner des conseils un peu partout, et du coup quand vous arrivez, il faut souvent attendre pour donner les conseils. Et du coup, le consommateur, il va voir ailleurs. C'est pour ça que V33 devrait plutôt miser sur le numérique pour, par exemple, des ventes en ligne, plutôt que de tout miser sur essentiellement le B2B2C. Mais du coup, si on mise sur les ventes en ligne, qu'est-ce qu'on dit à nos distributeurs et à Kingfisher ? Non, vous n'abandonnez pas les distributeurs, c'est un complément des distributeurs. En proposant, par exemple, je rebondis sur ce que dit Kélian, en proposant des workshops, par exemple, tout simplement, pour attirer le consommateur dans les magasins, dans les distributeurs aussi. Voilà. Merci beaucoup.